28e section des scènes de la vie privée, tome 1, Madame Firmiani. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Scènes de la vie privée, tome 1, Madame Firmiani, par Honoré de Balzac, 28e section. À mon cher Alexandre de Berny, son vieil ami, de Balzac. Beaucoup de récits, riches de situations ou rendus dramatiques par les innombrables jets du hasard, emportent avec eux leurs propres artifices et peuvent être racontés artistement ou simplement, par toutes les lèvres, sans que le sujet y perde la plus légère de ses beautés. Mais il est quelques aventures de la vie humaine auxquelles les accents du cœur seuls rendent la vie. Il est certains détails, pour ainsi dire anatomiques, dont les fibres déliées ne reparaissent dans une action éteinte que sous les infusions les plus habiles de la pensée. Puis, il est des portraits qui veulent une âme et ne sont rien sans les traits les plus délicats de leur physionomie mobile. Enfin, il se rencontre de ces choses que nous ne savons dire ou faire sans je ne sais quelles harmonies inconnues auxquelles préside un jour, une heure, une conjonction heureuse dans les signes célestes ou de secrètes prédispositions morales. Ces sortes de révélations mystérieuses étaient impérieusement exigées pour dire cette histoire simple, à laquelle on voudrait pouvoir intéresser quelques-unes de ces âmes naturellement mélancoliques et songeuses qui se nourrissent d'émotions douces. Si l'écrivain, semblable à un chirurgien près d'un ami mourant, s'est pénétré d'une espèce de respect pour le sujet qu'il maniait, pourquoi le lecteur ne partagerait-il pas ce sentiment inexplicable ? Est-ce une chose difficile que de s'initier à cette vague et nerveuse tristesse qui, n'ayant point d'aliment, répand des teintes grises autour de nous, demi-maladie dont les molles souffrances plaisent parfois ? Si vous pensez par hasard aux personnes chères que vous avez perdues, si vous êtes seul, s'il est nuit ou si le jour tombe, poursuivez la lecture de cette histoire. Autrement vous jetteriez le livre, ici. Si vous n'avez pas enseveli déjà quelque bonne tante infirme ou sans fortune, vous ne comprendrez point ces pages. Aux uns, elles sembleront imprégnées de musc, aux autres elles paraîtront aussi décolorées, aussi vertueuses que peuvent l'être celles de Florian. Pour tout dire, le lecteur doit avoir connu la volupté des larmes, avoir senti la douleur muette d'un souvenir qui passe légèrement, chargé d'une ombre chère, mais d'une ombre lointaine. Il doit posséder quelques-uns de ces souvenirs qui font tout à la fois regretter ce que vous a dévoré la terre et sombre d'un bonheur évanoui. Maintenant, croyez que pour les richesses de l'Angleterre, l'auteur ne voudrait pas extorquer à la poésie un seul de ses mensonges pour embellir sa narration. Ceci est une histoire vraie et pour laquelle vous pouvez dépenser les trésors de votre sensibilité, si vous en avez. Aujourd'hui, notre langue a autant d'idiomes qu'il existe de variétés d'hommes dans la grande famille française. Aussi est-ce vraiment chose curieuse et agréable que d'écouter les différentes acceptions ou versions donner une même chose ou sur un même événement par chacune des espèces qui composent la monographie du Parisien, le Parisien étant pris pour généraliser la thèse. Ainsi, vous eussiez demandé à un sujet appartenant au genre des positifs: connaissez-vous Madame Firmiani ? Cet homme vous eût traduit Madame Firmiani par l'inventaire suivant: un grand hôtel situé rue du Bac, des salons bien meublés, de beaux tableaux, 100 bonnes 1000 livres de rente, et un mari, jadis receveur général dans le département de Montenotte. Ayant dit le positif, homme gros et rond, presque toujours vêtu de noir, fait une petite grimace de satisfaction, relève sa lèvre inférieure en la fronçant de manière à couvrir la supérieure, et hoche la tête comme s'il ajoutait: voilà des gens solides sur lesquels il n'y a rien à dire. Ne lui demandez rien de plus. Les positifs expliquent tout par des chiffres, par des rentes ou par les biens au soleil, un mot de leur lexique. Tournez à droite, allez interroger cet autre qui appartient au genre des flâneurs. Répétez-lui votre question. Madame Firmiani ? dit-il. Oui, oui, je la connais bien.
Je vais à ses soirées. Elle reçoit le mercredi. C'est une maison fort honorable. Déjà madame Firmiani se métamorphose en maison. Cette maison n'est plus un amas de pierres superposées architectoniquement. Non, ce mot est, dans la langue des flâneurs, un idiotisme intraduisible. Ici, le flâneur, homme sec à sourire agréable, disant de jolis riens, ayant toujours plus d'esprit acquis que d'esprit naturel, se penche à votre oreille et d'un air fin vous dit « Je n'ai jamais vu monsieur Firmiani ». Sa position sociale consiste à gérer des biens en Italie, mais madame Firmiani est française et dépense ses revenus en parisienne. Elle a d'excellent thé. C'est une des maisons aujourd'hui si rares où l'on s'amuse et où ce que l'on vous donne est exquis. Il est d'ailleurs fort difficile d'être admis chez elle. Aussi la meilleure société se trouve-t-elle dans ses salons. Puis, le flâneur commente ce dernier mot par une prise de tabac saisie gravement. Il se garnit le nez à petits coups et semble vous dire « Je vais dans cette maison, mais ne comptez pas sur moi pour vous y présenter. » Madame Firmiani tient pour les flâneurs une espèce d'auberge sans enseigne. Que veux-tu donc aller faire chez madame Firmiani? Mais l'on s'y ennuie autant qu'à la cour. À quoi sert d'avoir de l'esprit si ce n'est à éviter des salons où, par la poésie qui court, on lit la plus petite ballade fraîchement éclose? Vous avez questionné l'un de vos amis classé parmi les personnels, gens qui voudraient tenir l'univers sous clé et n'y rien laisser faire sans leur permission. Ils sont malheureux de tout le bonheur des autres, ne pardonnent qu'aux vices, aux chutes, aux infirmités, et ne veulent que des protégés. Aristocrates par inclination, ils se font républicains par dépit, uniquement pour trouver beaucoup d'inférieurs parmi leurs égaux. Oh, madame Firmiani, mon cher, est une de ces femmes adorables qui servent d'excuse à la nature pour toutes les laides qu'elle a créées par erreur. Elle est ravissante, elle est bonne. Je ne voudrais être au pouvoir, devenir roi, posséder des millions, que pour... Ici 3 mots dits à l'oreille. Veux-tu que je t'y présente? Ce jeune homme est du genre lycéen, connu pour sa grande hardiesse entre hommes et sa grande timidité à huis clos. Madame Firmiani, s'écrie un autre en faisant tourner sa canne sur elle-même, je vais te dire ce que j'en pense. C'est une femme entre 30 et 35 ans, figure passée, beaux yeux, taille plate, voix de contralto usée, beaucoup de toilette, un peu de rouge, charmante manière, enfin mon cher, les restes d'une jolie femme qui néanmoins valent encore la peine d'une passion. Cette sentence est due à un sujet du genre fat, qui vient de déjeuner, ne pèse plus ses paroles et va monter à cheval. En ces moments, les fats sont impitoyables. Il y a chez elle une galerie de tableaux magnifiques. Allez la voir, vous répond un autre. Rien n'est si beau. Vous vous êtes adressé au genre amateur. L'individu vous quitte pour aller chez Pérignon ou chez Tripet. Pour lui, madame Firmiani est une collection de toiles peintes. Une femme? Madame Firmiani? Je ne veux pas que vous alliez chez elle. Cette phrase est la plus riche des traductions. Madame Firmiani? Femme dangereuse, une sirène. Elle se met bien, elle a du goût, elle cause des insomnies à toutes les femmes. L'interlocutrice appartient au genre des tracassiers. Un attaché d'ambassade? Madame Firmiani? N'est-elle pas d'Anvers? J'ai vu cette femme-là bien belle, il y a 10 ans. Elle était alors à Rome. Les sujets appartenant à la classe des attachés ont la manie de dire des mots à la Talleyrand. Leur esprit est souvent si fin que leurs aperçus sont imperceptibles. Ils ressemblent à ces joueurs de billard qui évitent les billes avec une adresse infinie. Ces individus sont généralement peu parleurs, mais quand ils parlent, ils ne s'occupent que de l'Espagne, de Vienne, de l'Italie ou de Pétersbourg. Les noms de pays sont chez eux comme des ressorts. Pressez-les, la sonnerie vous dira tous ses airs. Cette madame Firmiani ne voit-elle pas beaucoup le faubourg Saint-Germain? Ceci est dit par une personne qui veut appartenir au genre distingué. Elle donne le deux à tout le monde, à monsieur Dupin l'aîné, à monsieur Lafayette, elle le jette à tort et à travers, elle en déshonore les gens.
Elle passe sa vie à s'inquiéter de ce qui est bien, mais pour son supplice, elle demeure au Marais, et son mari a été avoué, mais avoué à la cour royale. Madame Firmiani, monsieur? Je ne la connais pas. Cet homme appartient au genre des ducs. Il n'avoue que les femmes présentées. Excusez-le, il a été fait duc par Napoléon. Madame Firmiani, n'est-ce pas une ancienne actrice des Italiens? Homme du genre niais. Les individus de cette classe veulent avoir réponse à tout. Ils calomnient plutôt que de se taire. Deux vieilles dames, femmes d'anciens magistrats. La première. Elle a un bonnet à coque, sa figure est ridée, son nez est pointu, elle tient un paroissien, voix dure. Qu'est-elle en son nom, cette Madame Firmiani? La seconde. Petite figure, rouge, ressemblant à une vieille pomme d'api, voix douce. Une Cadignan, ma chère, nièce du vieux prince de Cadignan, et cousine par conséquent du duc de Maufrigneuse. Madame Firmiani est une Cadignan. Elle n'aurait ni vertu, ni fortune, ni jeunesse, ce serait toujours une Cadignan. Une Cadignan, c'est comme un préjugé, toujours riche et vivant. Un original. Mon cher, je n'ai jamais vu de soc dans son antichambre. Tu peux aller chez elle sans te compromettre et y jouer sans crainte, parce que s'il y a des fripons, ils sont gens de qualité. Partant, on ne s'y querelle pas. Vieillard appartenant au groupe des observateurs. Vous irez chez madame Firmiani, vous trouverez, mon cher, une belle femme, nonchalamment assise au coin de sa cheminée. À peine se lèvera-t-elle de son fauteuil, et ne le quitte que pour les femmes ou les ambassadeurs, les ducs, les gens considérables. Elle est fort gracieuse, elle charme, elle cause bien et veut causer de tout. Il y a chez elle tous les indices de la passion, mais on lui donne trop d'adorateurs pour qu'elle ait un favori. Si les soupçons ne planaient que sur 2 ou 3 de ses intimes, nous saurions quel est son cavalier servant. Mais c'est une femme tout mystère. Elle est mariée, et jamais nous n'avons vu son mari. Monsieur Firmiani est un personnage tout à fait fantastique. Il ressemble à ce 3e cheval que l'on paye toujours en courant la poste et qu'on n'aperçoit jamais. Madame, à entendre les artistes, est le premier contralto d'Europe et n'a pas chanté 3 fois depuis qu'elle est à Paris. Elle reçoit beaucoup de monde et ne va chez personne. L'observateur parle en prophète, il faut accepter ses paroles, ses anecdotes, ses citations comme des vérités, sous peine de passer pour un homme sans instruction, sans moyens. Il vous calomniera gaiement dans 20 salons où il est essentiel, comme une première pièce sur l'affiche, ces pièces si souvent jouées pour les banquettes et qui ont eu du succès autrefois. L'observateur a 40 ans, ne dîne jamais chez lui, se dit peu dangereux près des femmes. Il est poudré, porte un habit marron, a toujours une place dans plusieurs loges au Bouffon. Il est quelquefois confondu parmi les parasites, mais il a rempli de trop hautes fonctions pour être soupçonné d'être un pique-assiette, et possède d'ailleurs une terre dans un département dont le nom ne lui est jamais échappé. Madame Firmiani, mais mon cher, c'est une ancienne maîtresse de Murat. Celui-ci est dans la classe des contradicteurs. Ces sortes de gens font les errata de tous les mémoires, rectifient tous les faits, parient toujours sans contraint, sont sûrs de tout. Vous les surprenez dans la même soirée en flagrant délit d'ubiquité. Ils disent avoir été arrêtés à Paris lors de la conspiration Mallet, en oubliant qu'ils venaient une demi-heure auparavant de passer la Bérésina. Presque tous les contradicteurs sont chevaliers de la Légion d'honneur, parlent très haut, ont un front fuyant et jouent gros jeu. Madame Firmiani, 100 000 livres de rente? Êtes-vous fou? Vraiment. Il y a des gens qui vous donnent des 100 000 livres de rente avec la libéralité des auteurs auxquels cela ne coûte rien quand ils dotent leurs héroïnes. Mais madame Firmiani est une coquette qui dernièrement a ruiné un jeune homme et l'a empêché de faire un très beau mariage. Si elle n'était pas belle, elle serait sans un sou. Oh, celui-ci, vous le reconnaissez. Il est du genre des envieux, et nous n'en dessinerons pas le moindre trait. L'espèce est aussi connue que peut l'être celle des félices domestiques. Comment expliquer la perpétuité de l'envie? Un vice qui ne rapporte rien.
Les gens du monde, les gens de lettres, les honnêtes gens et les gens de tout genre répandaient, au mois de janvier 1824, tant d'opinions différentes sur madame Firmiani, qu'il serait fastidieux de les consigner toutes ici. Nous avons seulement voulu constater qu'un homme intéressé à la connaître, sans vouloir ou pouvoir aller chez elle, aurait eu raison de la croire également veuve ou mariée, sotte ou spirituelle, vertueuse ou sans mœurs, riche ou pauvre, sensible ou sans âme, belle ou laide. Il y avait enfin autant de madame Firmiani que de classes dans la société, que de sectes dans le catholicisme. Effrayante pensée. Nous sommes tous comme des planches lithographiques dont une infinité de copies se tirent par la médisance. Ces épreuves ressemblent aux modèles ou en diffèrent par des nuances tellement imperceptibles que la réputation dépend, sauf les calomnies de nos amis et les bons mots d'un journal, de la balance faite par chacun entre le vrai qui va boitant et le mensonge à qui l'esprit parisien donne des ailes. madame Firmiani, semblable à beaucoup de femmes pleines de noblesse et de fierté qui se font de leur cœur un sanctuaire et dédaignent le monde, aurait pu être très mal jugée par monsieur de Bourbonne, vieux propriétaire occupé d'elle pendant l'hiver de cette année. Par hasard, ce propriétaire appartenait à la classe des planteurs de province, gens habitués à se rendre compte de tout et à faire des marchés avec les paysans. À ce métier, un homme devient perspicace malgré lui, comme un soldat contracte à la longue un courage de routine. Ce curieux, venu de Touraine et que les idiomes parisiens ne satisfaisaient guère, était un gentilhomme très honorable qui jouissait, pour seul et unique héritier, d'un neveu pour lequel il plantait ses peupliers. Cette amitié ultra-naturelle motivait bien des médisances, que les sujets appartenant aux diverses espèces du Tourangeau formuleraient très spirituellement. Mais il est inutile de les rapporter, elles pâliraient auprès des médisances parisiennes. Quand un homme peut penser sans déplaisir à son héritier, en voyant tous les jours de belles rangées de peupliers s'embellir, l'affection s'accroît de chaque coup de bêche qu'il donne au pied de ces arbres. Quoique ce phénomène de sensibilité soit peu commun, il se rencontre encore en Touraine. Ce neveu chéri, qui se nommait Octave de Camps, descendait du fameux abbé de Camps, si connu des bibliophiles ou des savants, ce qui n'est pas la même chose. Les gens de province ont la mauvaise habitude de frapper d'une espèce de réprobation décente les jeunes gens qui vendent leurs héritages. Ce gothique préjugé nuit à l'agiotage que jusqu'à présent le gouvernement encourage par nécessité. Sans consulter son oncle, Octave avait à l'improviste disposé d'une terre en faveur de la bande noire. Le château de Vilaine eût été démoli sans les propositions que le vieil oncle avait faites aux représentants de la compagnie du Marteau. Pour augmenter la colère du testateur, un ami d'Octave, parent éloigné, un d'eux cousin à petite fortune et à grande habileté, qui font dire d'eux par les gens prudents de leur province « Je ne voudrais pas avoir de procès avec lui », était venu par hasard chez monsieur de Bourbonne et lui avait appris la ruine de son neveu. Monsieur Octave de Camps, après avoir dissipé sa fortune pour une certaine madame Firmiani, était réduit à se faire répétiteur de mathématiques en attendant l'héritage de son oncle, auquel il n'osait venir avouer ses fautes. Cet arrière-cousin, espèce de Charles Moor, n'avait pas eu honte de donner ces fatales nouvelles au vieux campagnard, au moment où il digérait, devant son large foyer, un copieux dîner de province. Mais les héritiers ne viennent pas à bout d'un oncle si facilement qu'ils le voudraient. Grâce à son entêtement, celui-ci, qui refusait de croire en l'arrière-cousin, sortit vainqueur de l'indigestion causée par la biographie de son neveu. Certains coups portent sur le cœur, d'autres sur la tête. Le coup porté par l'arrière-cousin tomba sur les entrailles et produisit peu d'effet, parce que le bonhomme avait un excellent estomac. En vrai disciple de saint Thomas, monsieur de Bourbonne vint à Paris à l'insu d'Octave, et voulut prendre des renseignements sur la déconfiture de son héritier. Le vieux gentilhomme, qui avait des relations dans le faubourg Saint-Germain par les Listomère, les Lenoncourt et les Vandenesse, entendit tant de médisances, de vérités, de faussetés sur madame Firmiani, qu'il résolut de se faire présenter chez elle sous le nom de monsieur de Rousselet.
nom de sa terre. Le prudent vieillard avait eu soin de choisir, pour venir étudier la prétendue maîtresse d'Octave, une soirée pendant laquelle il le savait occupé d'achever un travail chèrement payé. Car l'ami de madame Firmiani était toujours reçu chez elle, circonstance que personne ne pouvait expliquer. Quant à la ruine d'Octave, ce n'était malheureusement pas une fable. Monsieur de Rouxellay ne ressemblait point à un oncle du gymnase. Ancien mousquetaire, homme de haute compagnie qui avait eu jadis des bonnes fortunes, il savait se présenter courtoisement, se souvenait des manières polies d'autrefois, disait des mots gracieux et comprenait presque toute la charte. Quoiqu'il aimât les Bourbons avec une noble franchise, qu'il crût en Dieu, comme y croient les gentilshommes, et qu'il ne lût que la quotidienne, il n'était pas aussi ridicule que les libéraux de son département le souhaitaient. Il pouvait tenir sa place près des gens de cour, pourvu qu'on ne lui parlât point de Mosée, ni de drame, ni de romantisme, ni de couleurs locales, ni de chemin de fer. Il en était resté à monsieur de Voltaire, à monsieur le comte de Buffon, à Peyronnet et au chevalier Gluck, le musicien du coin de la Reine. Madame, dit-il à la marquise de Listomère, à laquelle il donnait le bras en entrant chez madame Firmiani, si cette femme est la maîtresse de mon neveu, je le plains. Comment peut-elle vivre au sein du luxe en le sachant dans un grenier? Elle n'a donc pas d'âme? Octave est un fou d'avoir placé le prix de la terre de Vilaine dans le cœur d'une... Monsieur de Bourbonne appartenait au genre fossile et ne connaissait que le langage du vieux temps. Mais s'il l'avait perdu au jeu, eh, madame, au moins il aurait eu le plaisir de jouer. Vous croyez donc qu'il n'a pas eu de plaisir? Tenez, voyez madame Firmiani. Les plus beaux souvenirs du vieil oncle pâlirent à l'aspect de la prétendue maîtresse de son neveu. Sa colère expira dans une phrase gracieuse qui lui fut arrachée à l'aspect de madame Firmiani. Par un de ces hasards qui n'arrivent qu'aux jolies femmes, elle était dans un moment où toutes ses beautés brillaient d'un éclat particulier, dû peut-être à la lueur des bougies, à une toilette admirablement simple, à je ne sais quel reflet de l'élégance au sein de laquelle elle vivait. Il faut avoir étudié les petites révolutions d'une soirée dans un salon de Paris pour apprécier les nuances imperceptibles qui peuvent colorer un visage de femme et le changer. Il est un moment où, contente de sa parure, ou se trouvant spirituelle, heureuse d'être admirée en se voyant la reine d'un salon plein d'hommes remarquables qui lui sourient, une Parisienne a la conscience de sa beauté, de sa grâce. Elle s'embellit alors de tous les regards qu'elle recueille et qui l'animent, mais dont les muets hommages sont reportés par de fins regards au bien-aimé. En ce moment, une femme est comme investie d'un pouvoir surnaturel et devient magicienne. Coquette à son insu, elle inspire involontairement l'amour qui l'enivre en secret. Elle a des sourires et des regards qui fascinent. Si cet état, venu de l'âme, donne de l'attrait même aux laides, de quelle splendeur ne revêt-il pas une femme nativement élégante, aux formes distinguées, blanche, fraîche, aux yeux vifs, et surtout mise avec un goût avoué des artistes et de ses plus cruelles rivales. Avez-vous pour votre bonheur rencontré quelque personne dont la voix harmonieuse imprime à la parole un charme également répandu dans ses manières, qui sait et parler et se taire, qui s'occupe de vous avec délicatesse, dont les mots sont heureusement choisis ou dont le langage est pur? Sa raillerie caresse, et sa critique ne blesse point. Elle ne disserte pas plus qu'elle ne dispute, mais elle se plaît à conduire une discussion et l'arrête à propos. Son air est affable et riant, sa politesse n'a rien de forcé, son empressement n'est pas servile. Elle réduit le respect à n'être plus qu'une ombre douce. Elle ne vous fatigue jamais et vous laisse satisfait d'elle et de vous. Sa bonne grâce, vous la retrouvez empreinte dans les choses desquelles elle s'environne. Chez elle, tout flatte la vue, et vous y respirez comme l'air d'une patrie. Cette femme est naturelle. En elle, jamais d'effort, elle n'affiche rien, ses sentiments sont simplement rendus parce qu'ils sont vrais. Franche, elle sait n'offenser aucun amour-propre. Elle accepte les hommes comme Dieu les a faits, plaignant les gens vicieux,
pardonnant aux défauts et aux ridicules, concevant tous les âges et ne s'irritant de rien, parce qu'elle a le tact de tout prévoir. À la fois tendre et gaie, elle oblige avant de consoler. Vous l'aimez tant que si cet angle fait une faute, vous vous sentez prêt à la justifier. Telle était madame Firmiani. Fin de la 28e section.